La parole est à toi. Azul Filaouen, merci d'abord pour cette invitation. Le café littéraire d'Aufras a pris une telle ampleur qu'il n'était pas admissible que je ne vienne pas discuter un peu avec nos amis et frères d'Aufras. Comme je racontais à quelques amis du café littéraire, j'ai connu Aufras dans les années 70. Je venais avec mes parents en famille. On était juste à côté sur la plage à l'entrée d'Aufras et j'ai gardé toujours de très bons souvenirs. D'ailleurs, j'y reviens presque tous les ans, de temps à autre, passer quelques jours en famille ici. Il est très important dans cette phase-là d'engager ce dialogue citoyen parce que nous sommes à un moment capital. Le 22 février, ce n'est pas spécialement le premier jour des manifestations, mais le 22 février, il y a eu un phénomène nouveau pour les Algériens. Ils ont reconquis un espace qui leur était interdit. On sait très bien que durant ces dernières années, il y a eu quelques manifestations par-ci, par-là, mais les grandes villes et essentiellement la capitale étaient interdites et tout le monde se rappelle ce malheureux épisode de l'année 2001 où le pouvoir avait manipulé pour empêcher le mouvement des Harouches à ce moment-là de manifester à l'intérieur de la capitale. Et depuis, c'était totalement le blackout. Il avait provoqué des incidents de manière délibérée, de façon à diviser la population et de maintenir son contrôle sur la société. Alors le 22 février, non seulement il y a eu cette récupération de cette liberté, de cet espace-là, mais il y a eu plus que ça. Il y a eu un moment de révélation. Les Algériens se sont découverts le 22 février. Chacun de nous, dans son imaginaire, dans sa tête, chacun de nous avait l'image de l'Algérie qui l'avait marqué dans les années 90. Pour chacun de nous, l'Algérie, c'était une population qui avait perdu ses repères, qui cherchait son identité ailleurs, en Orient, parfois en Occident. C'était une population qui versait facilement dans le conflit idéologique. C'était une population qui avait revêtu une dimension, j'allais dire religieuse, mais plus que ça, un discours idéologisé qui refusait de simples concepts tels que la démocratie, l'état de droit. Et c'est l'image d'une société qui était violente. Violente envers les autres, violente envers elle-même, et qui avait causé énormément de dégâts. Il y avait aussi cette image d'un pouvoir, entre guillemets, militarisé, policier en tout cas, qui réprimait à tout va. Et donc, nous tous, chaque Algérien, même des nouvelles générations, avaient récupéré ce sentiment-là des parents, que l'Algérie, finalement, c'était un pays compliqué, difficile, où il n'y avait pas beaucoup de perspectives, qu'on avait beaucoup de problèmes à régler. Et on sentait ce déchirement, cette dislocation de la société qu'on vivait dans notre chair. Et puis est arrivé ce 22 février où on a vu des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'Algériens et d'Algériennes en famille qui occupaient l'espace public dans la joie, qui se redécouvraient les uns les autres, qui se parlaient, qui avaient une attitude totalement pacifique, qui s'acceptaient mutuellement dans leurs différences, tout en ayant le sentiment d'appartenir à cette nation-là
où d'un seul coup on était devenu fier de notre emblème national, sans exclure aucune dimension de notre identité. À Alger, ce 22 février, il y avait tant et tant d'emblèmes nationaux qui étaient portés par tous, mais il y avait aussi l'emblème de Tamazgha ou Tamazight, avec ce drapeau si reconnaissable de loin qui est là, et ça se côtoyait sans aucune exclusion, sans aucun sentiment d'intolérance. C'était la preuve que l'Algérie avait très profondément changé. Ce changement-là, peut-être que pour beaucoup est apparu de façon presque miraculeuse, mais ce changement, en fait, commençait à être dans la réalité depuis longtemps. Il y a eu cette évolution petit à petit qui a mené, je pense, 3 phénomènes très nouveaux. Le premier est un rééquilibrage de notre identité. Pendant longtemps, aux Algériens, on leur disait que nos origines sont ailleurs. Et on ne savait pas, on les cherchait parfois à la Mecque, on les cherchait parfois dans la tenue des Afghans. Parfois, on se sentait plutôt européen parce qu'on rejetait cette culture que nous ne comprenions pas forcément. Et donc, on était toujours à la recherche de notre identité ailleurs. Et puis maintenant, on découvre que finalement, les Algériens se sentent algériens, que Algérien a un sens maintenant. Que l'Algérie est ici en Afrique du Nord, que bien sûr, elle participe de la civilisation humaine, que nous avons des dimensions, ce mélange des peuples depuis la nuit des temps, mais que avant le colonialisme, il y avait une Algérie, même si elle ne s'appelait pas ainsi, que avant les États médiévaux, il y avait une Algérie auparavant, que nos ressources et nos racines sont tellement vieilles, tellement anciennes, que d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, et dans une wilaya pas très loin d'ici, qui est voisine, à Sétif, des anthropologues, archéologues avaient même découvert les traces des premiers hommes de l'humanité. Et donc cette profondeur de l'histoire nous a donné non seulement cet enracinement, mais nous a donné aussi cette capacité de s'ouvrir à tant de civilisations, puisqu'on est dans un carrefour, le sud de la Méditerranée, où il y a eu un peu de tous les peuples, des Phéniciens, des Byzantins, des Wisigoths, des Européens en général, Espagnols, Italiens, Maltais, Français, mais que tout ça n'a fait que enrichir ce patrimoine qui est maintenant et qui va s'imposer comme un patrimoine mondial. Et je ne le dis pas pour flatter l'ego des Algériens, mais on va juste revenir à ce 22 février et ce qui s'est passé après. Moi, je vous pose la question. Depuis qu'on a conscience de ce qui se passe dans le monde, depuis qu'il y a cette capacité d'être informé sur ce qui se déroule en Amérique latine ou en Asie ou au fin fond de la planète, est-ce que vous aviez déjà vu par le passé un peuple d'un pays, d'une nationalité, qui s'est non seulement mobilisé par millions, dizaines de millions, sur plusieurs semaines, de cette façon extraordinaire, avec ce pacifisme, cette joie, cette révolution du sourire qui va marquer les mémoires collectives? Est-ce qu'on l'a vu ailleurs? Jamais. Et plus que ça, est-ce que vous aviez déjà vu un peuple manifester avec cette même ampleur à travers toute la planète? Est-ce que vous avez vu une autre nationalité se mobiliser sur 15, 20, 30 capitales dans le monde pour le même appel et pour la même demande? Et ça, c'est un phénomène
que maintenant les puissances vont étudier. Ils ne comprennent pas pourquoi les Algériens sont sortis en nombre incroyable, que ce soit dans les capitales européennes ou les capitales nord-américaines ou asiatiques et partout ailleurs. Et elle a entraîné une sympathie fabuleuse. C'est pour dire que lorsqu'on arrive à ce stade, c'est qu'il y a quelque chose de très profond qui s'est déroulé. Et ce quelque chose de profond ne peut pas avoir existé en un clin d'œil. Ce n'est pas possible que ce peuple se soit transformé en 24 heures et qu'il porte cette révolution du sourire dans le monde entier sans aucune erreur, sans aucune faute, sans qu'il n'ait une histoire plusieurs fois séculière et même millénaire. Donc voilà, aujourd'hui, il faut qu'on tire toutes les conclusions. Et malgré cette longue nuit coloniale que nous avions vécue pendant 132 ans, et Dieu sait combien ça peut bouleverser une société, la déstructurer, l'atteindre dans ses profondeurs, malgré 57 ans d'un régime qui a été un régime qui a spolié l'Algérie dans tous les sens, malgré toutes les vicissitudes, et bien voilà, l'Algérie retrouve son identité, même si elle est plurielle, mais elle est algérienne, et étant algérienne, elle n'est rien d'autre qu'algérienne. Avec toutes ces dimensions de l'humanité, toutes ces dimensions de la civilisation, mais elle a retrouvé une identité, et ça c'est capital. Deuxième élément important, j'avais parlé de 3 éléments, le deuxième élément, c'est qu'après une phase très douloureuse, très compliquée pour nous, très difficile, dont les complications de la décennie 90 ont été au summum, où des Algériens se sont entretués sans savoir vraiment pourquoi, simplement parce qu'ils croyaient en des idéologies qu'ils ne maîtrisaient pas. Et bien le deuxième élément, c'est que les Algériens se sont comme désidéologisés. On croit beaucoup moins à l'idéologie parce qu'on est moins dans les illusions et beaucoup plus dans le réel. Les Algériens maintenant savent qu'ils ont des problèmes objectifs et on doit les régler de manière objective. Que les discours en l'air, les discours de passion, l'exclusion, croire en des illusions et en des rêves ne régleront rien. Mais maintenant, il s'agit d'être connecté à ce qui se passe dans le monde, à maîtriser les nouvelles technologies, à savoir communiquer, parler entre nous, mais parler au monde, trouver notre place dans ce monde-là qui est en train de se dessiner, maîtriser le savoir, s'éloigner de croyances qui n'ont plus de rapport avec notre réel. Et petit à petit, les Algériens, à travers ces phases difficiles, compliquées, fiévreuses parfois, mais on finit par retrouver des repères et se délaissent petit à petit des grandes illusions et reviennent vers le réel. Ça, c'est un deuxième élément que, normalement, n'importe quel analyste, n'importe quelle personnalité qui comprend ce qui se passe dans une société, qu'il soit universitaire, journaliste, en politique, doit l'avoir perçu. Donc les idéologies vont beaucoup moins agir, ça ne signifie pas qu'elles vont être neutralisées, ça ne signifie pas qu'elles ne vont plus exister. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir une dose très importante de rationalité dans le comportement collectif de notre société. Et troisième élément, et on le perçoit même ici, c'est que plus de la moitié de notre population qui était complètement marginalisée, qui était enfermée, qui était isolée, qui n'avait pas presque le droit d'être citoyen comme le reste des citoyens, et ce sont les femmes. Dans notre société, on avait construit des rapports qui avaient exclu la femme du champ public et
aujourd'hui, cette femme-là devient le symbole d'une Algérie nouvelle. Ces images de manifestants où il y avait les familles à l'extérieur, où à aucun moment ces jeunes femmes n'ont été harcelées ou embêtées par leurs concitoyens hommes, alors qu'il y avait de tout dans la rue, ça c'est un élément nouveau. Il y a 30 ans ou 40 ans, ce n'était pas admissible qu'une femme apparaisse dans le champ public, qu'elle parle, qu'elle discute, qu'elle donne son avis, qu'elle vive sa dimension de citoyenne comme un individu avec des droits. Ça n'existait pas. Et maintenant, on le voit de façon évidente. Et d'ailleurs, c'était ces belles images de nos sœurs qui sont devenues les ambassadrices de l'image de la nouvelle Algérie. Ces éléments-là, ça semble peut-être pour beaucoup comme étant anecdotique, mais ces éléments révèlent quelque chose de très profond, qui révèle un inconscient collectif qui a changé. Vous savez qu'en gros, les peuples fonctionnent à peu près sur 3 niveaux. Nous avons un niveau très conscient, c'est le niveau politique, c'est le niveau économique. On discute de nos idées, on se concurrence pour arriver au pouvoir, pour arriver à gagner plus d'argent, à être riche, à être bien dans notre société. Chacun essaye de gagner ses parts de marché, j'allais dire, entre guillemets. Ça se joue de façon consciente. Mais tout ça est régulé par quelque chose qui est subconscient. C'est tout ce qui relève de l'éducation. C'est ce qui vient de l'école, c'est ce qui vient de notre formation, c'est ce qui vient de cet acquis qu'on va avoir à partir de l'âge du primaire, en passant par le collège, le lycée, l'université, l'information qu'il y a en général. Donc tout ce qui est formateur de l'esprit va influer très fortement dans notre subconscient, c'est-à-dire quand on fait l'effort, on s'en souvient, mais en général, c'est cet aspect-là qui va nous diriger. D'ailleurs, vous connaissez tous cette boutade qui dit que la culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Parce que ce sont des mécanismes de conditionnement en général qui relèvent de cette formation-là et qui est dans notre subconscient. Et puis on a un troisième niveau beaucoup plus profond, presque inaccessible, sinon dans des situations très particulières. C'est cet inconscient qui va agir sur nous et qui va nous dicter pratiquement notre comportement. Et c'est là-bas qu'il y a nos sentiments, c'est là-bas qu'il y a notre identité, c'est là-bas qu'il y a nos croyances, c'est là-bas que se loge notre sentiment de l'honneur, de la dignité. Et cet inconscient-là va influencer très très profondément nos sociétés. Et c'est cet inconscient-là qui avait construit sur des siècles notre société. Et notre société, pendant très longtemps, cette société traditionnelle a été maintenue et surtout on avait refusé de la faire évoluer parce que pendant plus d'un siècle, il y avait l'étranger qui était parmi nous. Et cet étranger était étranger non pas seulement par une nationalité, mais il était étranger par ses croyances, il était étranger par sa langue, il était étranger à nous par son comportement, il était étranger à nous par rapport à sa mentalité, et donc il a créé en nous l'altérité, c'est-à-dire le risque pour nous de perdre notre identité. Et donc pendant 132 ans, cette société-là s'est renfermée sur elle-même et elle a refusé de s'ouvrir, elle a refusé d'évoluer, elle a eu peur de tout ce qui était étrange et étranger parce qu'il portait les germes du risque de nous blesser au fond de nous-mêmes. Et à partir de 1962, lorsque cette société traditionnelle
à trouver cet espace de liberté, on a voulu très vite rattraper ce qu'on considérait être comme la société développée. Et pour nous, ce peuple qui pendant longtemps a été marginalisé, qui n'a pas eu accès comme il se devait à l'instruction, à la culture, qui a été exploité, qui a été appauvri par une colonisation qui a été extrêmement sévère, ce peuple-là voulait redécouvrir la liberté, il voulait redécouvrir la capacité de gérer son destin, et tout naturellement, on a pensé que acheter des usines, avoir des maisons bien construites, consommer, avoir une voiture, tout cela était le signe pour nous de l'accès à la civilisation, accéder au développement. On n'avait juste pas compris à ce moment-là que le développement matériel n'est que la suite naturelle du développement intellectuel d'une société. C'est lorsque on est riche en nous-mêmes qu'on devient riche dans l'apparence. Mais lorsque on veut acquérir les biens alors que intérieurement nous sommes pauvres, on va avoir les comportements de l'opportunisme, un comportement qui a perdu le sens des choses. Et malheureusement, notre société s'est un peu perdue. Elle s'est perdue dans la recherche des biens, dans la recherche de l'argent, dans la recherche de la facilité. Mais comme on avait conscience qu'on avait perdu quelque chose de plus profond, de plus important, on s'est mis aussi à rechercher le sens de notre vie. Et c'est pour ça que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a commencé à chercher notre identité ailleurs. Parce que on n'était plus sûr de nous-mêmes. Et expérience étant cette nécessité et ce maître des peuples, c'est l'expérience qui petit à petit nous ramène à notre réel, à notre réalité. Et ayant traversé ces moments douloureux de recherche de soi, de réadaptation de notre société qui avait été conçue il y a tellement longtemps et qu'il faut maintenant réformer, qu'il faut maintenant renouveler, qui nous avait posé problème. Car sortant d'une société de tradition qui avait ses règles mais qui ne répondait plus aux demandes d'aujourd'hui, c'est en sortant de cette société qu'on n'a pas su où aller. On a voulu être moderne, mais on ne savait pas quelle modernité, parce qu'il n'y a pas une seule modernité. Il y a une modernité pour chaque peuple qui sait la construire pour lui-même. Il n'y a pas de recette de modernité qu'on importe. Il n'y a aucune modernité qui se ressemble, sinon dans certains aspects que nous sommes en train de gagner. C'est l'universalité de valeurs, c'est l'autonomie de l'individu qui a des désirs et non plus accepter simplement le groupe. C'est cette capacité de réfléchir l'avenir sans avoir peur du changement. C'est cette capacité d'inventer. C'est ce rééquilibrage entre les rapports à l'intérieur de la famille, entre les hommes et les femmes et entre un peuple et ses dirigeants. Donc c'est tout cela qui a entraîné ces bouleversements et petit à petit, après en particulier les années 90 où la souffrance était devenue évidente pour tout le monde, que maintenant les choses s'apaisent. Et ce que je vous raconte là, ce n'est pas les conclusions à partir du 22 février, c'est ce dont j'avais parlé très longuement et décrit puisque c'est Mouloud a ramené ce livre, ce que j'ai essayé de décrire dans ce livre en l'intitulant La société algérienne, choc de la modernité, crise des valeurs et des croyances. Parce que réellement c'est ce qui s'est passé.
À un moment donné, notre société qui était restée trop longtemps dans le silence, cette société traditionnelle, pour des raisons historiques, qui ne s'était pas donné les moyens d'évoluer, de s'adapter, et bien cette société est rentrée en contradiction avec ces valeurs que nous a ramenées la modernité, mais de l'extérieur. Et le choc entre les deux a créé ce trouble dans la société qui a poussé toute une fraction de la population à rechercher le salut, pensant le retrouver dans une morale religieuse ou pensant le retrouver dans une recherche identitaire qu'ils ne maîtrisaient pas. Voilà donc les quelques éléments qui ont fait que le 22 février, alors que les Algériens pensaient connaître leur société, et comme si qu'il y a eu un rideau pendant longtemps, pendant pratiquement 20 ans, lorsque la crise sécuritaire s'était un peu apaisée, il y a eu comme si qu'on avait baissé le rideau et on ne voyait plus la scène. Et 20 ans après, ce même rideau va se lever, alors qu'on pensait retrouver la même scène que dans les années 90, on a regardé, on a vu une autre scène. Et ce même éblouissement, cette même surprise qu'ont ressenti les Algériens, c'est la même qu'a ressenti le monde entier. Le monde entier a découvert, comme ça, en un clin d'œil, cette société qu'ils ne connaissaient pas. Ils pensaient qu'on allait de nouveau sombrer dans la violence. Ils pensaient qu'on allait de nouveau retrouver les mêmes slogans qu'on entendait crier dans les années 90. Ils pensaient que de nouveau, les Algériens allaient réallumer le feu des idéologies, que de nouveau on allait se disperser chacun dans une partie de la nation contre les autres parties. On pensait retrouver une société d'hommes, et puis voilà, on trouve un peuple uni qui s'accepte dans sa diversité et ses différences. On retrouve un peuple pacifique, on retrouve un peuple multicolore, on retrouve des hommes et des femmes heureux d'être algériens. Et sachez-le que cette histoire-là, que cette dynamique va imposer l'histoire nouvelle de l'Algérie. Et vous allez voir, cette crise-là, peut-être qu'on va en parler maintenant, cette crise politique qui n'est que l'écume sur les vagues d'une masse d'eau très profonde. C'est comme un océan où il y a des courants très profonds qui vont influencer ces vagues qui ne sont que notre subconscient et l'écume qui n'est que la politique. Le politique, c'est juste un miroir de ce qui se passe au fond. Lorsqu'on comprend, on va aider notre société à mieux s'organiser, à faciliter les relations, à être plus efficace, à travailler en intelligence, mais le politique n'a aucune capacité de changer les profondeurs de l'océan. L'océan, c'est lui qui impose ses vues. La société telle qu'elle est devenue, c'est elle qui va obliger les hommes politiques à l'écouter et à agir en fonction de ce que cette société-là désire. Donc, que ceux qui croient qu'en apportant par un programme, un projet de société ou par leur charisme, pensant qu'ils vont changer la société, qu'ils se détrompent, c'est la société qui change les politiques et non pas le politique qui va changer la société. Mais le politique est nécessaire parce qu'il structure les idées qui sont dans la société et il doit les porter. C'est lorsque le politique comprend ces courants à l'intérieur de la société qu'il peut se permettre de proposer un programme. Et alors lorsque cette crise que nous vivons aujourd'hui, est-ce que le mandat il va finir le 28 ou avant le 28, on applique le 102, on va faire une phase de transition, Flen ou Felten va venir, mais ça, c'est inscrit dans une durée, c'est inscrit dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, ça se réglera obligatoirement et on en parlera tout à l'heure si vous voulez. Mais à plus long terme, sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans,
c'est-à-dire les enfants qui sont là vont devenir adultes, on va voir une autre Algérie. Cette autre Algérie va se développer rapidement, elle va dépasser ses crispations, il va y avoir de nouveau de l'investissement dans le pays. Et nos frères et sœurs qui se sont éloignés du pays parce qu'on les a rejetés, que le système politique les a empêchés d'être là, vont petit à petit revenir. Ici, tout à l'heure, je parlais avec les représentants de l'association qui me parlaient d'Aoukas et qui me disaient plus de 600 couples d'ingénieurs, de hauts diplômés, de gens de grande qualité, des enfants de cette ville-là ont dû émigrer, qui se retrouvent au Québec et qui se retrouvent partout dans le monde. Et bien ceux-là vont avoir envie de revenir, vont avoir envie de reprendre leur place, leur espace, de retrouver cette chaleur humaine qui existe ici chez nous et qui n'existe pas ailleurs. Parce que tous les Algériens qui ont vécu à l'étranger, et je le sais, je l'ai vécu moi-même à l'étranger, ont ce besoin irrépressible de retrouver leur pays, leur terroir, leurs amis, leur famille, parce que c'est ici qu'ils se sentent complètement vivre leur vie. Et à l'étranger, ils peuvent avoir les biens, les honneurs, les belles places, mais il leur manque quelque chose en eux. Il leur manque ce beau soleil, ce climat extraordinaire que tous les étrangers qui viennent ici nous envient, et ils ont envie de cette gentillesse des uns avec les autres, de cette paix qu'il y a sur ce pays, dès qu'on retrouve notre calme et notre âme. Donc voilà ce que je voulais vous dire en dehors de la politique, parce que je sais que c'est la politique qui va faire l'actualité, c'est la politique qui va venir à travers vos questions, mais je voulais vous donner cet arrière-fond, cette image qu'il y a de nous-mêmes pour pouvoir engager un débat serein et qui pense à l'avenir maintenant, parce qu'il s'agit de moins en moins de parler de ce régime qui a failli, de ce régime qui finalement ne représente qu'un passé douloureux, un passé plein de contradictions, un passé fait d'incompréhension. Et bien ce passé-là, il faut tourner la page et ouvrir la page maintenant de notre avenir, de l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce qu'on doit construire? Comment on doit le construire? Et ça, on ne peut le faire qu'ensemble. Il n'y a personne qui détient la vérité. Nous détenons tous des petits bouts de vérité, mais ces petits bouts de vérité mis côte à côte, qu'on va revenir à notre vérité collective, à notre Algérie que nous construirons tous ensemble. Merci à vous.